Alors, un regard un peu plus détaillé sur le His Majesty's Ship Vanguard. Comme nous l'avons dit dans le guide de 5 minutes, à la fin des années 30, la Royal Navy avait commencé à travailler sur la classe Lion de cuirassé. Mais en 1939, au début de l'année, un document a circulé proposant d'utiliser d'anciens canons lourds de marine stockés pour la construction d'un seul nouveau cuirassé afin de tenter de combler ce qu'il percevait comme un écart important de capacité de combat qui s'ouvrait en raison de la possibilité croissante d'une guerre sur deux fronts contre l'Allemagne et le Japon. Malgré que l'effort de construction navale allemand, du moins pour les navires capitaux, n'ait pas été perçu comme une grande menace, la construction du navire a suscité quelques objections. D'abord, construire un autre cuirassé pourrait simplement inciter le Japon à en faire de même, revenant ainsi à la case départ. Deuxièmement, certains doutaient de la pertinence d'installer de vieux canons sur un nouveau navire. Troisièmement, il y avait un problème d'interopérabilité car le nouveau navire proposé aurait très peu de points communs avec le reste de la flotte, à l'exception possible du Hood si celui-ci recevait sa propre modernisation. Quatrièmement, il y avait aussi la possibilité que, bien que les canons principaux soient faciles à trouver, les canons secondaires, qui seraient évidemment très probablement des pièces de 5,25 pouces, pourraient être un peu difficiles à obtenir car il y avait déjà des problèmes d'approvisionnement, difficultés rencontrées lors de l'approvisionnement des croiseurs des classes King George V et des deux. Enfin, bien sûr, il y avait la question de la main-d'œuvre, car il ne sert à rien d'avoir un nombre infini de cuirassés si vous n'avez pas un nombre infini d'hommes pour les armer. Néanmoins, le directeur de la construction navale a répondu à la note en moins d'une semaine, en déclarant que, en supposant que tout se passe bien, un tel navire pourrait être construit du début à la fin en environ 3 ans et demi, ce qui était plutôt remarquable pour un navire de ligne qui allait dépasser largement les 35 000 tonnes. 3 conceptions initiales ont été préparées, 15A, 15B et 15C. Les 2 premières étaient des améliorations de la coque de la classe King George V, tandis que la dernière était une amélioration du design de la classe Lion. Leur déplacement variait de 38 000 à 40 000 tonnes et leur longueur de 775 pieds à 805 pieds, avec 15B et 15C ayant une largeur d'un pied supérieure à celle de 15A, soit 105 pieds. Les 2 dernières conceptions tiraient également 9 pieds de plus de tirant d'eau, avec un tirant d'eau de 29 pieds et 9 pouces comparé à 15A, et nécessitaient une centrale électrique nettement plus puissante en conséquence. 15A avait besoin de 110 000 chevaux pour atteindre 29 nœuds, 15B nécessitait 143 000 chevaux pour 29,25 nœuds, et 15C se situait entre les deux avec 130 000 chevaux, mais ne pouvait atteindre que 28,25 nœuds. Tous auraient une autonomie de 14 000 milles nautiques à 10 nœuds et un équipage d'environ 1600 hommes. Une version révisée légèrement plus grande appelée 15D avec un déplacement de 40 et 1200 tonnes, une longueur maximale de 809 pieds, une largeur de 105 pieds 6 pouces, un tirant d'eau compris entre 30 et 33 pieds, 130 000 chevaux à l'arbre et une vitesse pouvant atteindre 30 nœuds et quart. A été choisie, la batterie secondaire étant sans surprise composée de 16 canons de 5,25 pouces en tourelle double. Identique à ce qui était prévu pour Lyon et qui avait été installé sur King George V. Le reste de l'année 1939 a été consacré à examiner d'autres modifications du design, y compris une proposition visant à installer un gouvernail d'étrave, ou du moins un gouvernail assez proche de l'étrave, au cas où les gouvernails arrière seraient rendus inutilisables d'une manière ou d'une autre. Une proposition qui s'est avérée assez prophétique compte tenu de l'issue de divers duels navals pendant la Seconde Guerre mondiale, mais cette exigence de conception a été abandonnée après que des tests hydrodynamiques ont montré que l'efficacité du gouvernail d'étrave ne serait probablement pas aussi élevée qu'on l'imaginait. En mai 1940, il était devenu évident que le design 15D était le favori et il a reçu l'instruction de poursuivre et de se développer davantage. Cependant, en juin, les travaux ont été temporairement suspendus puis ont repris en octobre en raison des incertitudes quant à savoir si la construction de cuirassés pendant ce qui allait finalement devenir la Seconde Guerre mondiale serait réellement utile. Lorsque le développement du design a repris, d'autres modifications ont été apportées, notamment la suppression de tout l'équipement aéronautique et des hangars,
Et en avril 1941, la version finale, la version 15E, a reçu le feu vert pour commencer la construction. La version 15E avait ajouté 400 tonnes au déplacement standard total, ainsi qu'environ 1,20 m à la ligne de flottaison standard, qui atteignait désormais 10 mètres, avec la proue à 9,80 m au-dessus de l'eau, grâce à l'augmentation du bouge et du brillon conçu pour faire face aux conditions de l'Atlantique après les expériences plutôt intéressantes vécues dans la tourelle A du King George V par gros temps. Cela résultait d'une ancienne exigence selon laquelle l'armement principal du cuirassé devait pouvoir tirer à une élévation de moins 3 degrés à travers la proue. L'armement prévu à ce stade comprenait bien sûr les 8 canons de 15 pouces, les 16 canons de 5 pouces 25, puis un armement anti-aérien léger à moyen composé de 12 canons Oerlikon de 20 mm, d'un seul canon pom-pom de 40 mm et de 6 affûts octuples pom-pom. Malgré la mise sur cale du navire et le début des travaux, ceux-ci ont rapidement ralenti, car la Royal Navy a priorisé la demande de navires d'escorte légers et de dragueurs de mines. À l'été 1942, alors que le porte-avions His Majesty's Ship Implacable était presque terminé à proximité, il fut envisagé de convertir le Vanguard lui-même en porte-avions. Cependant, ni le premier lord de la mer ni le premier ministre n'étaient particulièrement convaincus et étaient en fait exceptionnellement opposés à cette idée, si bien que la suggestion fut abandonnée. Le fait qu'à la mi-1942, la Royal Navy avait perdu 5 navires capitaux a probablement aidé à prendre cette décision. Cependant, les leçons tirées de la perte du His Majesty's Ship Prince of Wales à la fin de l'année précédente commençaient à se faire sentir et, comme la construction du Vanguard avançait toujours à un rythme d'escargot, l'occasion fut saisie de revoir une nouvelle fois le design et d'introduire des caractéristiques nouvelles et améliorées. Cela comprenait la conversion des magasins en compartiments étanches étroitement subdivisés pour renforcer la protection sous-marine, le relèvement des positions de transfert de munitions, de certaines tourelles de 5,25 pouces afin de garantir leur fonctionnement même en cas de dommages importants sous la ligne de flottaison ou au niveau de la ceinture, la création de passages d'accès protégés vers diverses parties vitales du navire qui devaient rester autant que possible à l'intérieur de la citadelle et une réduction substantielle du nombre de sabords d'évacuation d'eau sous le pont principal. Au-delà de cela, un nombre important d'autres ajouts furent réalisés, notamment une augmentation du nombre de générateurs diesel, une augmentation du bouge de l'étrave, l'ajout d'un autre radar, la suppression de tout stockage d'essence car cela s'était révélé extrêmement inflammable. Tous les canaux des navires sont maintenant propulsés par des moteurs diesel, une augmentation de la quantité de mazout transporté, ainsi qu'une refonte de la machinerie pour une performance plus économique. À puissance plus élevée, cela incluait la suppression des turbines de croisière, qui ne seraient qu'un poids mort. Si le navire devait se déplacer à grande vitesse, et la plupart du temps, l'ajout de canons Oerlikon de 20 mm supplémentaires, d'équipements additionnels pour servir de navire amiral de la flotte, l'installation de directeurs pour le contrôle de tir nocturne de l'artillerie secondaire, ainsi que l'ajout du sonar, alors appelé Anti-Submarine Detection Investigation Committee, augmentation de l'espacement longitudinal entre les hélices internes et externes pour prévenir un incident similaire à celui du Prince of Wales. Une meilleure protection latérale, des soutes à munitions contre les éclats. Déplacer l'infirmerie pour qu'elle soit bien en dessous du blindage. Au moins en partie un brise-lames supplémentaire juste devant la tourelle la plus avancée, au cas où le cisaillement accru ne serait pas suffisant, pour empêcher l'eau d'atteindre les canons et une augmentation significative de la quantité de munitions antiaériennes fournies pour la défense contre avions légères et moyennes. Tous ces changements rendèrent le cuirassé encore plus grand avec sa configuration de 1942 atteignant désormais 42 300 tonnes, soit une augmentation de 700 tonnes par rapport à son design autorisé en 1941. La longueur totale avait augmenté de 4 pieds grâce à l'augmentation de la tonture à la proue. Le franc-bord à l'avant avait de nouveau augmenté de plus de 4 pieds dû à l'accroissement de la tonture de la proue. Le tirant d'eau avait augmenté de 10 pouces et il y avait 3 autres canons octuples de 40 mm à installer. Finalement, après encore 2 ans, le 30 novembre 1944 arriva et le tout nouveau cuirassé britannique était prêt à être lancé.
La princesse Élisabeth d'alors assuma les fonctions de marraine du lancement lors de son premier engagement officiel, utilisant une bouteille de vin rouge au lieu du champagne peut-être plus traditionnel, et elle déclara à l'époque: cela me rappellera toujours que la première tâche publique importante que j'ai jamais accomplie était une occasion navale. Bien que ce fût un événement remarquable et important, de nombreuses règles strictes furent imposées à la couverture médiatique du lancement, notamment l'interdiction pour la presse de mentionner quoi que ce soit concernant le nom du navire. Rien ne devait être dit sur le type ou la classe du navire, à part le fait qu'il s'agissait d'un cuirassé et qu'il était lancé dans un chantier naval du Nord. Il pouvait prendre autant de photos qu'il le souhaitait, mais toute photo destinée à être publiée immédiatement ne devait inclure aucune personne susceptible d'indiquer l'emplacement du chantier naval. Après le lancement, les invités royaux poseraient pour des photos, mais le personnel du chantier naval ne serait pas inclus à nouveau pour des raisons de sécurité, et les photos prises montrant le navire en détail devaient être archivées pour une éventuelle publication ultérieure. Cela a conduit à un premier paragraphe plutôt amusant dans le Times, quelques jours plus tard, concernant le chantier naval inconnu, disant: la princesse Élisabeth est venue ici récemment pour baptiser et lancer notre nouveau cuirassé, le plus grand jamais construit ici dans les îles britanniques, mais le nom, le type et la classe du navire restent pour l'instant secrets. L'article s'est ensuite concentré sur l'importance de l'événement pour la princesse Élisabeth et la beauté de son nouveau pavillon royal, faute d'autres informations pertinentes. Avec tous les nombreux et divers changements de conception qui ont eu lieu aussi bien en 1941 qu'en 1942, et même après cela, le Vanguard, une fois terminé, déplaçait 45 116 tonnes à vide et 51 410 tonnes en pleine charge. Sa longueur totale était désormais de 814 pieds, 4 pouces et un huitième, et sa largeur avait été portée à 108 pieds pour intégrer une protection anti-torpille supplémentaire. Son tirant d'eau était désormais de 32 pieds et 8 pouces, son franc-bord était de 36 pieds et 8 pouces à l'avant, 23 pieds au milieu et 25 pieds 6 pouces à l'arrière. L'armement se composait bien sûr de 8 canons de 15 pouces calibre 42, répartis en 4 tourelles doubles, 2 en superposition à l'avant et 2 à l'arrière. Il y avait 16 canons améliorés de 5 pouces, 25 en 8 tourelles doubles, en 4 paires superposées avec 2 paires de tourelles de chaque côté. Le reste de son armement anti-aérien avait subi une refonte radicale pendant la construction et le navire fut achevé sans aucun canon pom-pom ni Oerlikon en vue, étant plutôt équipé de 10 affûts Bofors Mark VI de 40 mm à 6 canons. Celle-ci était positionnée avec 2 affûts de chaque côté de la superstructure avant, un affût de chaque côté de la deuxième cheminée, un affût de chaque côté de la superstructure arrière, un à l'extrémité de la superstructure arrière et un tout à l'arrière du navire. Il y avait un affût double de 40 mm Bofors qui trônait fièrement au sommet de la tourelle B et, bien sûr, 11 affûts simples de 40 mm avec un de chaque côté de la tourelle B, 4 montés sur la superstructure à bâbord et à tribord, 5 sur le gaillard arrière, 2 de chaque côté de la tourelle X et 3 juste à l'arrière de la tourelle Y. Les principaux éléments de la protection blindée consistaient en une ceinture de blindage de 14 pouces d'épaisseur au niveau des soutes à munitions, 13 pouces d'épaisseur près des machines. Les extrémités blindées en dehors de la citadelle faisaient 13 pouces d'épaisseur, diminuant jusqu'à 11. Les cloisons faisaient 12 pouces d'épaisseur. Ce sont les cloisons transversales protégeant l'avant et l'arrière. Les tourelles avaient été renforcées pour avoir des faces de 13 pouces d'épaisseur, avec des côtés de 9 pouces, s'amincissant jusqu'à une plaque de 10 pouces à l'arrière et une plaque de 6 pouces sur le toit. Les barbettes avaient 13 pouces de blindage avec les boucliers des casemates secondaires et les montures de tourelles pour les canons de 5,25 pouces ayant eux-mêmes 2 pouces et demi de blindage. Le blindage horizontal consistait en 6 pouces de blindage au-dessus des soutes à munitions, 5 pouces au-dessus des machines et 5 pouces allant jusqu'à 2 pouces et demi sur le reste du navire. 8 chaudières à 3 tambours de l'amirauté produisaient 130 000 chevaux, ce qui, en théorie, donnait au navire une vitesse maximale de 30 nœuds. Celle-ci entraînait 4 hélices, les 2 hélices intérieures ayant 5 pales et les 2 hélices extérieures ayant 3 pales.
Comme pour la conception de la classe Lion, et contrairement à ses prédécesseurs de la classe King, George V 1.5 hangar aurait un arrière plat ou en tableau. Cela supprimait la traînée de toute coque qui dépasserait les tombeaux sur des conceptions plus conventionnelles, mais ajoutait également une caractéristique supplémentaire, car la vague de poupe, formée par la rencontre du sillage du navire des deux côtés, se déplaçait en réalité plus vite que le navire lui-même, ce qui est un effet hydrodynamique assez intéressant, et avec un arrière plat, cette vague poussait en fait l'arrière du navire, l'aidant à avancer encore plus rapidement dans l'eau. L'armement principal lui-même avait évidemment été considérablement amélioré. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, les tourelles avaient reçu une protection nettement supérieure, mais en plus de cela, de nombreuses précautions supplémentaires contre les explosions internes avaient été ajoutées. Les télémètres d'origine de 15 pieds, équipant chaque tourelle, ont été remplacés par des télémètres beaucoup plus grands de 30 pieds. Les ouvertures des tourelles pour les canons ont été agrandies vers le haut afin de permettre aux canons de s'élever jusqu'à 30 degrés. L'intérieur de la tourelle a été entièrement remanié pour permettre un contrôle et un entraînement motorisé. Et bien sûr, les canons eux-mêmes ont été vérifiés, testés et les accessoires nécessaires ont été installés pour permettre le tir de superchargeurs. Tout cela était encore compliqué par le fait que la conception des cuirassés britanniques pendant la Première Guerre mondiale avait placé les soutes à munitions au-dessus des chambres à obus. Et c'est avec cela à l'esprit que les tourelles de Glorious et Courageous avaient été construites. Cependant, l'expérience de la guerre avait prouvé que l'inverse était en réalité préférable, et toutes les classes suivantes de la Royal Navy, cuirassés, les Nelson et les King George V, avaient bien sûr les soutes à munitions sous les chambres à obus, donc tout cela devait également être modifié. Alors que les tourelles pouvaient provenir des Courageous et des Glorious, les canons de 15 pouces eux-mêmes provenaient d'un stock de réserve qui avait été constitué pour les classes Royal Sovereign et Queen Elizabeth. Lors de l'armement du navire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses leçons tirées du conflit furent intégrées. Par exemple, le système de conduite de tir des tourelles principales comprenait 2 tours de contrôle direct, mais alors que sur les navires précédents, vous pouviez avoir une tour avant qui contrôlait tout l'armement principal et 2 contrôleurs secondaires qui commandaient respectivement les canons avant ou arrière. Sur le Vanguard, il y avait 2 tours de direction complètes, équipées de radars, de télémètres, de systèmes de conduite de tir, etc., chacune étant entièrement capable de faire fonctionner toute la batterie principale du navire. Ainsi, en cas de destruction catastrophique de l'une d'elles, la capacité du navire à riposter avec ses canons ne serait pas compromise. Reconnaissant l'excellence là où elle se trouvait, la Royal Navy acheta 4 systèmes de conduite de tir Mk-37 aux États-Unis et les plaça en formation losange pour contrôler la batterie secondaire anti-aérienne lourde de 5,25 pouces. Sans grande surprise, cela, ainsi que les modifications apportées aux canons et à leurs tourelles, transforma la batterie secondaire du Vanguard en un excellent système de tir anti-aérien de précision à longue portée. Des modifications similaires apportées à l'armement existant de 5,25 pouces de la classe King, George V donnait des résultats remarquables. Même pendant que le Vanguard était en cours d'aménagement dans le théâtre du Pacifique, un certain nombre d'avions japonais, qui pensaient être bien à l'abri du parapluie de 5,38 pouces formé par la flotte américaine du Pacifique, furent quelque peu surpris d'être abattus par des tirs de 5,25 pouces dirigés par radar et Mark 37 depuis les navires britanniques. En effet, le seul inconvénient du canon de 5 pouces 38 à ce moment-là était que son canon court, qui l'avait rendu bien plus efficace qu'eux. Les canons anti-aériens plus longs, plus lourds et plus difficiles à manier pendant la majeure partie de la guerre étaient désormais dépassés par le canon de calibre 50 du 5,25 pouces et d'autres canons alors en développement, car le radar et le contrôle motorisé permettaient désormais de pointer ces canons directement sur les avions et d'espérer les toucher, au lieu de simplement devoir tirer le barrage le plus rapide possible. Toutes les affûts anti-aériens de 40 mm étaient entièrement alimentés électriquement avec l'affût double canon et tous les affûts à 6 canons équipés en plus d'un radar type 262 pour le contrôle de tir. Les affûts à 6 canons étaient également dotés d'un directeur de tir à courte portée en tir aveugle, ce qui leur permettait de fonctionner même si l'équipage ne voyait rien. Cela permettait d'éviter le problème qui s'était produit sur le Prince of Wales et sur un certain nombre d'autres navires de tous bords pendant la Seconde Guerre mondiale, où quelques
bon coup porté à certains systèmes de contrôle de tir pouvait désactiver la capacité de tir effective de pratiquement toute la batterie anti-aérienne du navire. Désormais, avec l'équipement du Vanguard, vous pouviez neutraliser n'importe quel système de contrôle de tir, tourelle ou affût qui composait la protection anti-aérienne du navire, et c'est tout ce que vous auriez accompli. Le reste de la batterie anti-aérienne continuerait à vous pilonner sans problème, sous alimentation électrique, contrôle et direction radar. Pour la ceinture blindée, on souhaitait maintenir une protection équivalente à celle du King George V et du Lion, à savoir une épaisseur maximale de 15 pouces. Cependant, en raison de l'ajout de la tourelle supplémentaire, la ceinture devait être nettement plus longue, ce qui signifiait qu'il fallait accepter une réduction à 14 pouces pour éviter une baisse significative de la vitesse ou une augmentation démesurée du déplacement total. Sur le déplacement du navire, 15 265 tonnes étaient constituées de plaques de blindage. Contre son propre armement, Vanguard était considéré comme à l'épreuve de la pénétration du pont jusqu'à 31 milliards et à l'épreuve de la pénétration de la ceinture latérale jusqu'à 15 milliards. Au cas où il y aurait une attaque aérienne, le pont était également évalué comme capable d'arrêter une bombe de 1000 livres larguée depuis 14 000 pieds. Le système de défense contre les torpilles était composé de 3 couches avec différentes épaisseurs de cloison courant sur toute la longueur du navire, et au centre du navire, il y avait une 4e couche de cloison conçue pour empêcher l'eau de pénétrer dans la citadelle en cas d'attaque importante de torpilles. Le système a été testé et évalué contre une ogive de 1000 livres de trinitrotoluène. Cette cloison supplémentaire a de nouveau été conçue à partir des leçons tirées de la perte du prince de Galles et visait à empêcher toute infiltration d'eau dans les salles des machines ou des chaudières en cas d'impact de torpille à cet endroit. Les hélices à 5 pales sur les arbres intérieurs étaient le résultat d'un essai précoce qui avait révélé des vibrations assez intéressantes à grande vitesse, vibrations qui ont finalement été attribuées aux hélices d'origine à 3 pales sur les arbres intérieurs, d'où leur remplacement. Avec la fin de la guerre, lorsqu'elle eut terminé son armement préliminaire, des essais d'acceptation significatifs purent être menés et il fut constaté qu'elle pouvait dépasser légèrement sa vitesse prévue, atteignant une vitesse moyenne de 30,379 nœuds sur 6 parcours pour un déplacement de juste un peu plus de 50 et 1000 tonnes. Pas de tricherie avec des charges légères pour ce navire. Sa manœuvrabilité n'était cependant pas optimale. En raison de la coque exceptionnellement longue, son diamètre tactique était légèrement supérieur à celui du King George V atteignant 940 yards. Cela se comparait assez défavorablement au diamètre tactique de 565 yards du North Carolina Class United States Ship Washington ou au diamètre tactique de 670 yards du His Majesty's Ship Rodney, mais se comparait relativement bien au diamètre tactique des croiseurs de bataille Renown et Hood, le Renown nécessitant 1002 yards pour effectuer une rotation complète et le Hood ayant eu besoin de 1240 yards pour accomplir la même chose. Les capteurs du navire étaient assez étendus, avec tout un ensemble de radars installés, comme suit. Il y avait un radar d'alerte aérienne type 960, un radar indicateur de cible type 288-13, un radar type 277 pour surveiller les navires de surface et déterminer la hauteur des cibles, un radar type 268 qui était également chargé de détecter les navires de surface, 2 ensembles, radars type 274 pour l'armement principal de 15 pouces, un dans chaque tour de direction, un radar type 930 qui repérait les tirs et était relié au type 274, 4 ensembles radars type 275 chacun dirigeant une paire de tourelles de 5 pouces 25 et bien sûr les 7 ensembles radars type 262 associés à chacun des affûts sextuples de 40 mm Bofors et à l'affût double à bord de la tourelle B. Cependant, il fut rapidement révélé que le Vanguard serait utilisé comme yacht royal pour une visite en Afrique du Sud en 1947, et donc, après quelques essais, il retourna presque immédiatement au chantier naval, où un certain nombre de changements importants furent apportés à la décoration intérieure des cabines de la superstructure arrière. Avec le poids supplémentaire résultant de cela, ainsi que l'ajout de la famille royale, de tout son personnel et des équipements et aménagements supplémentaires, plusieurs affûts de 40 mm furent retirés
y compris malheureusement le sympathique affût double à bord de la tourelle B qui dut céder la place à une petite galerie d'observation. Au fil du temps, au cours des années 50, d'autres armements de 40 mm furent progressivement retirés, car on estimait qu'ils n'étaient plus utiles dans le rôle anti-aérien avec les progrès de la vitesse et de la robustesse des avions à réaction ainsi que la portée de leurs armes. Cependant, l'ère du cuirassé touchait rapidement à sa fin dans la plupart des domaines et Vanguard fut principalement utilisée à des fins d'entraînement au début des années 1950 avant d'être placée en haute réserve en 1955. Elle a bénéficié d'une remise en état partielle mais fut ensuite essentiellement laissée à quai aux côtés du His Majesty's Ship Howe jusqu'à ce qu'en 1959 il soit finalement décidé de la démolir. Il y eut cependant une ultime tentative de la part de plusieurs personnes pour essayer de la préserver en tant que navire-musée mené par le premier lord de la mer, l'amiral Sir Frederick Parnham. Il est allé très loin, exigeant du directeur de la construction navale un rapport détaillé sur les raisons pour lesquelles cela pourrait être impossible. Malheureusement, à la fin du mois de décembre 1959, ledit directeur fit remarquer qu'il en coûterait à peu près autant de maintenir le Vanguard en réserve opérationnelle que de la garder en tant que navire-musée. Que ces estimations aient été entièrement exactes ou non, elles se sont avérées être le dernier clou dans le cercueil de la carrière du Vanguard, malgré un intérêt public considérable suscité pour l'avoir amarré en permanence aux côtés du His Majesty's Ship Victory à Portsmouth, ce qui, pour être honnête, aurait été un spectacle plutôt magnifique. Bien qu'elle ait finalement été destinée à la démolition à Faslane alors qu'elle était remorquée hors de Portsmouth, elle fit preuve d'un dernier acte de défi en rompant son remorquage et en s'échouant près du château de Southsea. Il existe une photo assez amusante du Vanguard s'éloignant du remorqueur avec l'ancre déployée dans une tentative désespérée de la ralentir, mais cela n'a pas vraiment fonctionné. Malheureusement, contrairement au Warspite, elle ne resta pas échouée et ils purent la dégager pour l'emmener à Faslane où elle serait ensuite démantelée au cours de l'année suivante. Cela mit fin à l'ère des cuirassés dans la Royal Navy et laissa comme seul cuirassé opérationnel au monde la classe Iowa de l'États-Unis Navy jusqu'à leur désarmement final dans les années 1990 et au début des années 2000,